On ne construit pas une maison seul, on n'habite pas un territoire seul. Du coup, cette dimension collective, pour moi, c'est vraiment ce qui rajoute une plus-value, du sens au fait d'habiter avec des engagements qui soient plus tournés vers le collectif qu'un habitat simple et individuel. Dans nos préoccupations à Ticora, là, moi j'ai envie de dire, il y a un peu trois jambes. Il y a la qualité du logement, il y a la nourriture sur place et il y a l'activité. Si on veut pouvoir vivre dans un espace, dans un pays et vivre localement, eh ben, il faut qu'on ait ces trois pattes. Il faut pouvoir se loger, se nourrir et travailler. Habiter un endroit, ça veut dire être bien là où on est, c'est-à-dire bien dans son logement. Mais il n'y a pas que le logement, il y a les alentours aussi. Et puis l'ambiance. Moi, je suis très sensible à l'ambiance d'un endroit. Pour moi, habiter, c'est un ensemble. C'est le logement, l'ambiance, le cadre. Ici, par exemple, il y a vraiment une notion d'agir, effectivement. C'est-à-dire, c'est pas de se dire, en fait, on a des valeurs et on se donne des missions pour atteindre ces valeurs-là. C'est plutôt, en fait, on fait les choses, on fait en sorte qu'elles fonctionnent. Et du coup, ça se passe surtout par la responsabilité qu'on assume en fait dans cette entreprise. C'est-à-dire que, en fait, on prend des décisions, on les prend en conscience et en responsabilité, et on assume cette responsabilité sur le long terme. Et ça passe en grande partie par le fait qu'on reste propriétaire collectivement dans la cycle de l'ensemble de ce qui est construit. Et en fait, cette responsabilité-là, ça nous oblige à faire en sorte de faire les choses correctement. Et ça, pour moi, c'est un peu unique dans le milieu de la construction, quoi. En tant qu'habitant, c'est nouveau pour moi et c'est super, ouais. Et ça va vraiment dans la continuité de ce qu'on peut vivre en tant que salarié au sein d'Aticora pour moi. C'est vraiment dans la continuité. Si on veut arriver à faire vivre les gens ensemble en société, il faut les mélanger, mais pas par dogmatisme. Il faut les mélanger par intérêt. Et pour mélanger des gens, il faut avoir du petit logement, du grand logement, de la chambre d'amis à proposer aux gars d'à côté qui vont avoir besoin de loger une famille. On parle souvent de logement, de production de logement dans le milieu de la construction, des choses comme ça. Et en fait, le logement, c'est qu'une partie de la vie. On y passe pas mal de temps, on y mange, on y vit, on y dort. Mais il y a tout ce qui se passe en dehors. Et en fait, cet en dehors, aujourd'hui, on peut le voir en termes d'urbanisme global. On se retrouve vite avec des cités dortoirs, avec des espaces où il n'y a que de l'activité. Et on a une vraie scission, en fait, entre les deux. Et souvent, en fait, et ça on peut le retrouver à la fois dans certains quartiers de ville où on n'a pas de service, et l'objectif c'est d'éviter ça, quoi. C'est d'éviter ce truc de faire venir des gens juste pour habiter et qui vont partir de l'autre côté ou des choses comme ça. Et du coup, c'est de permettre à ceux qui ont des activités qui peuvent se faire de manière groupée, type coworking, ou même des locaux d'activité pour des professions libérales, de les faire directement sur place. D'avoir des espaces de service, que ce soit un petit bar, un resto, que ce soit une épicerie, un mec qui fait de la réparation informatique, des choses comme ça, et d'avoir aussi ça directement au sein du hameau, pour le hameau, mais aussi pour le quartier ou le hameau au sens large. Et en vivant en milieu rural, il y a un côté étalement pavillonnaire qui, pour le coup, c'est pas un truc qui nous fait rêver, mais c'est un truc qui nous fait pas rêver, et on s'est dit, ça, c'est pas le modèle qu'on veut faire. J'ai pas envie de vivre en pavillon, il faut que je prenne ma voiture pour aller tout le temps, où je croise pas mes voisins, où je rentre chez moi, j'appuie sur mon bouton, j'ouvre mon portail automatique et je suis chez moi à rencontrer personne. Et donc l'idée après, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut recréer, tout en gardant quelque chose de très qualitatif, un mode de vie qui nous fait envie. La création d'activités de travail sur place, oui, c'est important, parce que un des sujets aussi pour nous, pour nos hameaux, c'est de se dire quand on crée des hameaux pour 50 familles, il faut que ces 50 familles puissent s'occuper sur le territoire. On a vraiment l'intention d'intégrer ça. Je dis service ou en tout cas locaux d'activité aussi, ça peut être de l'artisanat, etc., etc. Et tout ça, systématiquement, en fait, quand on vient travailler sur un hameau, on pense les deux en même temps, quoi. Et ce qu'on va proposer dedans, évidemment, s'il y a déjà, une supérette à côté, on va pas proposer une supérette dedans ou des choses comme ça, quoi. Faut que ce soit en accord avec ce qu'il y a déjà autour et de s'intégrer en fait à ça pour apporter quelque chose en fait dans la commune, quoi. Souvent, en fait, on a des logements qui peuvent se remplir et puis le rez-de-chaussée, on a des grandes façades commerciales qui sont d'abord mis avec de l'OSB parce que et du coup, c'est des trucs qui sont fermés et ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'il y ait personne dedans, quoi. Et il y a quelqu'un qui ça ferme, ça part. Il y a un truc comme ça où même le propriétaire du local, il va vouloir louer sa surface commerciale à une entreprise. Et c'est pas pour juger les gens qui louent des surfaces commerciales, mais l'enjeu derrière, il est pas de faire en sorte qu'il y ait une activité sur place. C'est avant tout
d'avoir un local, on loue et en fait on va en retirer de l'argent, quoi. Et du coup, ça facilite pas forcément l'insertion, tout ça. Je dis pas que nous, on donne gratuitement nos locaux, mais notre objectif, c'est de la même manière, comme on reste propriétaire de ce local et de l'ensemble, notre intention, c'est que ça vive. Et on va faire tout ce qu'il faut pour que ça vive. Quel que soit le type d'activité qu'il faut qu'on mobilise dedans, d'adaptation par rapport aux besoins de l'entreprise qui est peut-être en train, enfin d'une entreprise ou de l'artisan qui commence son activité, ou quelqu'un qui est bien implanté, voilà, on peut trouver la même manière sur nos logements, on fait en sorte de pouvoir toucher une grande catégorie de population et que c'est pas forcément le même prix pour tout le monde, parce que on s'adapte spécifiquement à chacun. Et c'est pareil pour les locaux d'activité, on peut aussi avoir des choses qui sont adaptées pour chacun, quoi. S'il n'y a pas besoin pour les habitants, en fait, nous, on reste maître. On peut dire, cette partie, on va la louer à, je sais pas qui, un kiné, un potier, un luthier qui va avoir besoin d'un espace, et du coup, il va payer son espace. On peut la prêter à un hypercafé qui va avoir un intérêt pour l'ensemble du hameau. On peut aussi la prêter à un des gars du hameau qui démarre une activité et qui, pour l'instant, n'a pas de revenus sur cette activité. Et du coup, tant que il n'a pas de revenus, il ne paye pas. Et puis le jour où il aura des revenus de cette activité, il payera une location et il contribuera au système. Et ça donne, ça donne et une souplesse, et puis en fait, ça donne un truc hyper perméable. Et ça, c'est joyeux, ouais. On n'avait pas envie d'être dans un endroit complètement perdu, où il n'y a rien, où je prends la voiture pour tout, aucune animation, machin. Là, on ne pensait même pas qu'il y avait autant, quoi. Et ça me donne des ailes. D'être ici, ça me donne des ailes. J'ai envie de faire plein de choses. Il y a plein de trucs, mais j'ai pas assez le temps pour faire tout ce qu'il y a de proposé. Ça me donne du punch pour faire plein de choses. Et tout ce que je fais, je suis ravie de le faire. Faire de la trottinette, aller au jeu. Mais là, on les voit pas, mais qui sont là-bas où il y a un copain à nous. Là-bas de notre ancienne maison, où il y a un autre jeu dans cette maison. J'ai juste envie de dire que ce qui m'a surpris, c'est la sincérité de ce vivre ensemble, en fait. Vraiment, c'est du sincère. et ça, pour le coup, moi, ça me manquait beaucoup. Ouais. Ça m'a frappé. La sincérité d'être ici et sans faux semblant, voilà. On sait que les gens sont vrais. Et on sait qu'on peut aller toquer à la porte, mais alors sans aucun problème. Cette nouveauté de la sincérité, elle s'est traduite par une nouveauté là, purement personnelle, c'est que j'avais plus peur de déranger. C'est vraiment fluide, en fait. Dans le rapport avec les copains, c'est plus des copains que des voisins. Tu vois, le mot, il est sorti spontanément. Le fait de bâtir des logements dont on reste propriétaire nous permet d'essayer des choses à une échelle de temps beaucoup plus courte. Donc en fait, on est venu à l'idée d'utiliser cette approche du droit d'usage. Ce n'était pas un choix conceptuel, c'était vraiment un choix pratique pour notamment aussi faire sortir l'habitant de sa case client. Le fait de le positionner dans la cage d'un associé qui se présente à nous dans le but de pouvoir utiliser tout ce que propose l'entreprise nous va beaucoup mieux qui se positionne à nous dans le but de dire là je suis en train de mettre toutes mes économies pour acheter le bien de mes rêves, il s'agit vraiment que je ne me plante pas. Et donc la relation client-fournisseur fait que toujours le client, et moi-même quand je me retrouve dans la position client, je vois bien de quoi je parle, on est extrêmement exigeant et on se fiche des contraintes que peut avoir celui qui a réalisé le bien qui est en train de se vendre. Quand on est dans une relation finalement d'association, c'est celle qu'on a cherché à établir entre nous constructeurs et l'habitant associé. C'est bien plus riche et les deux parties permettent d'aller sur des échanges qui sont clairement apaisés. L'autre intérêt du droit d'usage, c'est que tu peux épargner dans ton logement. Quand tu es locataire, tu payes tous les mois et tu as zéro épargne. Quand tu es propriétaire, tu vas acheter et une fois que tu as fini de payer ton emprunt, tu as épargné dans ta baraque 200 000 € pour ta maison. Ça, c'est vrai que quand tu as fini de payer ton emprunt, jusqu'un mois avant de payer ton emprunt, tu es propriétaire de rien. Si tu ne payes pas ta dernière mensualité, c'est la banque qui est propriétaire de ta maison. À Atticora, le droit d'usage, c'est un peu particulier parce que du coup, chaque mois, tu vas avoir une mensualité calculée en fonction de la valeur de la maison, du taux d'apport que tu as et de ta capacité de financement. C'est-à-dire qu'on estime qu'il faut à peu près 30% de ton revenu qui peut être attribué dans ton logement.
Et donc cette mensualité, elle va se découper en 2 parts. Une part qui est un loyer, perdu pour toi, et qui permet le fonctionnement de la SIC dans lequel tu es associé. Du coup, tu contribues quand même à quelque chose dans lequel tu es associé. Tu donnes pas ça à un propriétaire qui est inconnu. Et l'autre partie, c'est une acquisition de parts sociales qui va te permettre d'épargner. Et là, ça, c'est à toi. Même si tu pars au bout de 3 ans, 7 ans, 20 ans, cette acquisition de parts sociales, elle te revient et du coup, tu as pu épargner dedans. Et ça permet à des gens, on prend l'exemple, dans le hameau, là, il y a un instit qui est arrivé, par exemple, qui n'avait pas de capacité d'emprunt, parce qu'il n'a pas d'apport. Pour autant, il a un instit, il a un revenu fixe. Donc, a priori, tu dis, il pourrait acheter, mais en fait, il n'a pas d'apport, donc c'est impossible d'avoir accès à l'achat. Et lui, il paye la même mensualité par mois, je ne sais pas les montants, mais là-dessus, il y a 50% d'épargne. Donc ça veut dire que tous les mois, il épargne quelque chose et que le jour où il sera à la retraite, il aura fini de payer sa maison et il pourra y vivre sans payer de logement. Ce qui n'a rien à voir avec un locataire. Il y a bien un moment, en fait, tu peux bénéficier de l'usage de ton logement sans plus rien payer. Le fait de fonctionner en droit d'usage, donc le fait de devoir assumer ce qu'on conçoit et ce qu'on fabrique, crée une émulation et vraiment un intérêt à vouloir oser, à innover. Alors ça peut surprendre, mais ça ne devrait pas, parce qu'en fait ça veut dire que le fait d'assumer que ce qu'on va essayer de faire fonctionne bien ou fonctionne mal, quand on est côté fabricant, concepteur, c'est extrêmement motivant, parce qu'il y a l'idée de savoir que si ça fonctionne très bien, on peut en assumer les fruits et finalement la récompense, là où le fait de fabriquer et puis finalement de vendre, tout simplement, fait qu'à un moment, c'est plus notre problème. Mais du coup, ça ne nous encourage pas à mettre en œuvre les meilleures solutions. Ça ne nous encourage pas aussi, dans le cas de la construction de maisons, envisager que le fait de rester propriétaire de ce qu'on va réaliser, s'il faut mieux investir un peu plus dans de la qualité pour derrière avoir des coûts d'exploitation plus faibles, on le fait. Lorsqu'on est un constructeur et qu'on vend la maison, et c'est normal, on sera tous dans ce cas-là, on va faire le minimum de ce qui est imposé par la réglementation. Donc, peu importe que derrière, les coûts d'exploitation et d'entretien soient élevés. L'approche droit d'usage, c'est une ouverture à l'entreprise à pouvoir assumer la responsabilité de ce qu'elle conçoit. Nous, on a vraiment l'intention, dans la manière dont on construit et donc on conçoit nos logements, nos espaces communs, nos hameaux, nos espaces d'activité, enfin tous ces équipements-là, d'avoir quelque chose qui puisse servir quel que soit le contexte. Et en gros, on ne construit pas pour la personne qui va habiter dans les 5-10 premières années du logement, mais pour celle-là, pour la suivante, pour celle d'après, pour celle encore d'après, pour des centaines d'années, j'espère. En tout cas, on a un mode constructif qui a vocation à être durable. C'est de construire en fait ça, un peu à la fois sur le logement, mais aussi sur la partie, on va dire, collectif de petits villages, hameaux, et cette intégration avec le reste, d'avoir quelque chose qui soit vraiment durable. Donc le moment où on s'en va, c'est très facile de le rendre disponible pour quelqu'un d'autre. En fait, on sait que l'espace sera utilisé d'une bonne manière après, pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Donc il y a aussi cet enjeu de l'habitat. Aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois, sur le plateau mathésin, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se loger. Donc on a d'un côté des gens qui n'arrivent pas à se loger, et de l'autre côté, la moitié des logements qui sont vides. Bon, nous, on y répond en disant, il n'y a pas ce problème-là dans nos logements. Le jour où tu t'en vas, il n'appartient pas à ta descendance. Par contre, ce que ta descendance va recevoir, c'est tes parts sociales. Et elle en fera bien ce qu'elle veut. Elle les retire ou elle les garde. On a un rapport différent à la propriété. On jouit d'un logement et en même temps, on sait que ça reste flexible et qu'en même temps, on est dans autre chose que juste du matériel. Avec 3 enfants assez jeunes et en fait, je me dis, peut-être qu'à un moment, quand les enfants partiront, on sera content de laisser cette grande maison à une autre famille qui arrivera avec d'autres enfants et qui pourront avoir la place pour étaler leur bazar. Et ce droit d'usage, il le permet, du coup aussi, je trouve, de se détacher à nouveau du matériel et de pouvoir avoir un endroit où on est bien, en sécurité aussi, au chaud, et d'avoir cette chance-là. En fait, tu contribues pour toi, parce que ce que tu as, c'est bien ton logement auquel tu espères qu'un jour tu n'auras plus de loyer à payer et tu pourras être peinard. C'est pas ton petit bidule, c'est pas ta propriété perso. L'idée, c'est que ce soit du long terme. Et la mixité, par exemple, générationnelle, ça nous permet en fait d'avoir dans les petits logements une personne seule ou un jeune couple, dans les logements avec plusieurs chambres, des familles, et dans d'autres petits logements, des personnes âgées seules, et d'avoir en fait un renouvellement qui se fasse en fait de ce côté-là. La famille, une fois que les enfants sont partis, parce qu'ils ont grandi, ils ont fini leurs études ou quoi que ce soit, ils peuvent basculer dans un petit logement qui peut être celui de
des deux jeunes qui ont eu leur premier enfant, qui ont besoin d'une chambre en plus et du coup on bascule comme ça, ou celui qui aura été libéré par la personne âgée, parce qu'en général c'est ceux qui partent les premiers, et en fait d'avoir ce renouvellement et du coup de pouvoir avoir ce système-là. Et l'intérêt qu'on voit aussi à ça, c'est que d'autant plus d'être dans un hameau où on connaît ses voisins, et ben on aura envie, quand on a une maison trop grande pour soi, qu'on voit son voisin qui est dans un truc trop petit, on se dit bah attends, moi je trouve mon intérêt à basculer sur peu petit parce que aussi la valeur de ce logement-là est inférieure à celle que j'occupe aujourd'hui, donc ça peut me permettre en fait de réduire mes mensualités ou quoi que ce soit. Mais aussi je sais que mon voisin, lui, il aura plus besoin de ces espaces que moi, quoi. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là dans cela. Donc, l'idée, pour l'instant c'est encore trop tôt, mais peut-être que dans 10-20 ans, on aura des gens qui ont vécu dans 3-4 logements différents au sein du même hameau parce que ils ont eu les besoins qui ont changé au fil du temps, quoi. Aujourd'hui, notre entreprise assoit son développement et sa création de valeur uniquement sur l'épargne de nos associés ou investisseurs, suivant la raison pour laquelle ils se rapprochent de nous. On a fait le choix de ne pas asseoir ce développement sur de la dette, sur du crédit bancaire et encore moins sur de la finance publique. Pour notre liberté d'action à investir une activité plutôt qu'une autre, d'être sur une forte création de valeur qui nous permet de porter nos développements en propre et ne pas dépendre du bon vouloir, en tout cas de l'intention du fameux créancier que peut être la banque au travers de nos structures. On n'a rien en soi contre le système bancaire. Ce qui ne nous convient pas, c'est que c'est une organisation qui oriente, en fait, même j'allais dire malgré elle, le type d'investissement dans lequel une entreprise se développe. Là, on a vraiment la liberté d'aller explorer, d'aller déployer les activités qu'on le souhaite, parce qu'on a notre autonomie financière. Pour être investisseur chez Aticora, tu souscris à une part sociale qui correspond à 100 €, donc ça c'est fixe. C'est ce qui permet de devenir associé de l'entreprise, et puis les fonds que tu vas amener complémentaires, alors soit si tu es bénéficiaire d'un logement, donc là les fonds que tu vas amener vont servir ça va être des parts sociales également et qui vont te servir à ouvrir un droit d'usage dans le bâtiment, mais si tu es juste investisseur et que tu places des fonds, ces fonds-là vont partir dans un compte courant d'associé qui va être rémunéré, et l'innovation d'Aticora c'est de proposer un taux libre entre 1 et 5%, tu choisis, quand tu vas lui demander une rémunération à 5%, comprendre que cette valeur-là, elle va être retirée de l'entreprise, elle ne servira pas à faire autre chose, mais c'est toi qui estime que l'argent que tu places ici, elle vaut ça. Il y a deux choses qu'on a mis en place tout récemment, la rémunération à taux choisi par l'associé et la fin de l'engagement de temps. Au démarrage de Aticora, on s'était dit qu'on a besoin de capitaux qui sont plutôt bloqués pendant un temps certain pour pouvoir les utiliser de manière longue, et donc on propose des rémunérations plus intéressantes si les gens laissent leur argent, par exemple, bloqué 7 ans. Et en fait, on a vu que c'était un frein à l'investissement dans l'entreprise, et que ce qui levait le frein, à un moment quand on est suffisamment d'associés, c'est de se dire finalement les associés, ils sont contents d'avoir leur argent ici parce qu'ils ont l'impression que ça sert à quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils côtoient, qu'ils voient. Le taux de rémunération, il est suffisamment intéressant pour que du coup ils puissent laisser leur argent. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir le plus de capitaux possible pour pouvoir transformer. Partant de ce constat, on s'est dit, si on lève l'engagement de durée, les gens, en fait, ils n'hésiteront pas à mettre leur petit matelas de sécurité qui pourra leur servir à s'acheter une maison pour leurs enfants, financer les études, s'ils savent qu'ils peuvent le récupérer rapidement. Et ça, du coup, on a vu que ça a fait... Il y a eu une augmentation du nombre de gens qui ont placé plus d'économies. Ils avaient peut-être mis, par exemple, 10 000 €, et puis en fait, ils ont rajouté 50 ou 100 000, qui étaient leur matelas de sécurité pour les études, parce qu'il n'y a pas d'engagement de temps. On est dans un schéma de création de valeur à 7 ans d'un doublement. C'est-à-dire que chaque fois que 100 € est mis à disposition de la structure, par le fait qu'avec ces 100 €, on achète des ressources, on paye des travailleurs, finalement on construit une partie d'un mètre carré qui lui ne va pas être vendu 100 mais plutôt 200. En fait, ça nous met en situation de dire qu'à un rythme de 7 ans, les 100 € peuvent être remis à disposition de l'épargnant, de l'investisseur. Sans avoir besoin de rendre liquide l'actif dans lequel les 100 € ont été investis initialement. Donc c'est bien parce qu'on est dans ce schéma de création de valeur dans un laps de temps finalement assez court, donc de 7 ans,
qu'on estime ne pas faire prendre en fait de risques à nos associés, investisseurs et épargnants. C'est essentiellement de l'argent qui est utilisé dans le territoire et dans des actifs concrets sur lesquels l'évolution du prix non seulement est connue, mais aura plutôt une tendance à la hausse. Le fait d'avoir, si ce n'est la main, en tout cas une maîtrise de l'ensemble, d'une partie de l'ensemble de la création de valeur économique sur la filière, que ça nous met en position de pouvoir mieux rémunérer le premier maillon. Du produit brut jusqu'au produit fini, ce que j'ai l'impression qui nous distingue aussi des autres, c'est que ça reste en interne, quoi. On maîtrise tous les processus de transformation, du bois dans la forêt jusqu'aux meubles. Un bon exemple, c'est les fenêtres aussi, où il y a beaucoup de demandes et une grande différence entre le produit brut et le produit final. Vu qu'on le fait tout, et il n'y a personne qui s'enrichit entre guillemets sur notre dos ou sur cette valeur que nous on crée, ça profite à l'ensemble des participants de l'entreprise. Ça m'amène moi une réflexion qui est comment faire en sorte d'assumer la responsabilité de mon épargne. Et pour ça, en fait, il faut que je sache à quoi il sert. Et là, je suis dans un cas où je vois, c'est tangible, je vois la création de valeur qui en est faite, ça me paraît sain. Ça me plaît de me poser la question effectivement de la responsabilité de mon argent, de savoir où va le petit surplus mensuel qui aujourd'hui ne me sert pas. Et on voit que du coup son épargne qui est placée à Atikora, elle est assise sur du concret local qu'on peut voir. Donc des bâtiments là, comme ce bâtiment dans lequel on est. Et avec plaisir, je viens amener de l'argent dans cette structure plutôt que de la laisser à un endroit où ça se trouve en fait elle sert à creuser une mine au fond de l'Afrique. Enfin, à un moment on perd complètement la notion de lien entre la possession qu'on a de notre argent placé quelque part et en fait son utilisation réelle. Pour moi, Atikora est une entreprise politique parce qu'elle a un projet de comment est-ce qu'on fait certaines choses ensemble, à l'échelle de notre mini-société qui est notre groupe là, de 80 travailleurs, mais aussi plus largement le groupe des quelques dizaines ou centaines d'associés. Et en fait, une des visions politiques, c'est de dire, en fait, la diversité, elle doit être de nature à nous enrichir. C'est pas facile d'être aussi différent dans nos métiers, dans nos origines, etc. On pourrait se dire simplement, des fois, il y a des gens avec qui ça marche pas, et on pourrait dire, on se sépare de ces gens. En fait, on a envie de continuer à faire ensemble, parce qu'en fait, au fond, si on raisonne plus largement en termes de société, il faut bien trouver le moyen de faire ensemble, malgré nos différences, malgré nos désaccords. On pense que si on veut avoir des gars qui sont épanouis dans leur boulot, et où le boulot, c'est un outil de socialisation, c'est un outil de plaisir, c'est un endroit où on est bien. Alors peut-être parce que nous, on pense que le travail, c'est un bon moyen de s'épanouir et de rencontrer des gens, et qu'on aime bien bosser. Mais en tout cas, on pense que pour pouvoir être épanoui dans son boulot, il faut pouvoir prendre des responsabilités à hauteur de ce qu'on est capable de prendre. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de prendre des responsabilités et d'être autonome, mais ça veut dire que ceux qui ont besoin d'être autonomes, ils puissent le faire. On n'a pas une hiérarchie très prononcée, c'est plutôt une hiérarchie qui se fait naturellement par les compétences humaines et techniques. On n'embauchera jamais une personne qui dit toi tu vas être maintenant le chef de ce groupe de personnes. Ce leadership dans les équipes, il se crée naturellement par la compétence de la personne, qui est souvent technique et humaine en même temps, si on veut que ça se fasse naturellement, quoi. On est sur le chantier. Fabien, il nous fait confiance. On va faire de la manière qui nous semble le plus judicieux. Et on va pas aller le chercher pour la moindre chose. Les ressources, on les a au sein de l'équipe. On n'a pas des chefs d'équipe, des chefs de chantier, on a ce qu'on appelle coordinateurs. Coordinateur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça coordonne les différentes les phases chantier entre les différentes équipes. Il y a des contraintes, on essaye de les faire fonctionner ensemble. Vous savez vous débrouiller tout seul sur le chantier, et vous savez où vous allez, et que vous faites pas comme j'ai l'habitude de faire, mais tant que c'est bien fait, il y a où le problème, quoi. Je suis pas le chef qui va dire c'est pas comme ça qu'on fait, et voilà. Quand on travaille à Atikora, on a une grande liberté d'action finalement. On est intéressé, on a tellement de possibilités pour travailler, il y a tellement d'activités
qu'on peut s'intéresser à différentes choses et on peut essayer d'amener des choses à plusieurs endroits dans l'entreprise. On n'est pas obligé de se cantonner à une chose. Alors généralement, on a un métier, on y est bien, on y reste. Mais on peut tout à fait approcher d'autres choses, ou proposer en tout cas d'autres choses. Et généralement, c'est bien reçu. Et il y a pas mal d'exemples de gens qui font pas tout à fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais qui ont envie d'amener autre chose. Donc il y a cette possibilité, il y a une grande liberté finalement. Une grande liberté. Je suis avec Saïf, Judith, Lewis. Là, on a tous nos jeux. Et ben, tu restes à la Si on prend Atikora comme une société, c'est une autre société, ouais. C'est un autre modèle de société. Et ça, alors, pardonne-moi si il y a de l'émotion qui remonte parce que ça me touche. Je me souviens, la toute première fois, je l'ai encore en tête, c'est frappant quand même. La toute première fois où je suis rentré dans une maison d'Atikora qui était sur le point d'être terminée. Je me suis senti bien en fait. Et en vrai, c'était c'était comme un retour à la maison. Ça parlera à qui ça parle, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a pas parlé, ça m'a imprégné en fait. Et baigner dans cette ambiance là des maisons que l'on fait, c'était très bon. Voilà, j'étais à ma place en vrai. On ne prétend pas être un système parfait, on prétend proposer quelque chose et c'est une invitation aussi. Venez nous aider à l'améliorer, venez travailler, venez habiter, venez voir ce qu'on fait, investissez, voilà. Donc c'est une proposition et une invitation.